Notre préoccupation, c'est de protéger et défendre des gens qui sont très vulnérables, qui n'ont aucun moyen de se défendre. Et on le sait, c'est pas parce qu'il y a des médecins ou des infirmières ou des gens syndiqués ou des gens pauvres ou des gens riches, c'est que la nature humaine fait que devant des malades ou des vieillards sans défense, on abuse plus ou moins inconsciemment de la situation et on viole des droits fondamentaux. Alors il faut parler pour eux. Ça déplaît à certains, mais il faut le faire. Et notre unique préoccupation, c'est de défendre l'humain, de promouvoir l'humain. Et on pense que beaucoup d'employés, syndiqués ou non, comprennent notre action et nous appuient. Il est menacé de mort à certains moments quand il y a des négociations. Ma mère est obligée d'embaucher un gardien de sécurité à la porte de sa chambre. C'est assez particulier, oui. Mais ça s'est fait, ça s'est produit parce que Claude était menacé de mort. Ma mère, elle était infirmière et puis elle avait eu un cas, comme on dit, privé. Elle allait s'occuper de quelqu'un qui était malade à la chute, puis elle était en maison de chambre. Et puis c'est là qu'elle a rencontré mon père. Ah, mon nom est Alain Brunet, je suis le frère de Claude Brunet. Alors, c'est une famille très dynamique. Arthur était un homme d'affaires. Il avait des restaurants, des taxis, un bureau de poste. Il faisait flèche de tout bois partout. Tout ce qu'il touchait, ça l'intéressait. Mon nom est Paul Brunet. Je suis président et porte-parole du Conseil pour la protection des malades. À Morrisburg, une journée que ma mère se promenait, elle allait faire des courses avec Lily dans son, à pied, à 5 ans. Ils se sont rendus au magasin Beamish voir mon père, puis faire des courses auto. Puis mon père était à la course, puis il a dit « Vite, retourne à la maison, il faut s'en aller à Montréal. Claude est tombé malade. » Ben, il était inconscient, il était dans des convulsions, il ne savait pas ce qu'il y avait. Puis il est rendu à l'hôpital, ils se sont rendus compte qu'il faisait une méningite. Alors, c'était ce virus qui avait affecté sa colonne vertébrale. Alors, ils ont essayé par toutes sortes de traitements là, dans les rebouts de le soulager, et puis il a été dans le coma pendant 11 jours. Mon père a vendu 1 ou 2 maisons sur la rue Saint-Hubert. À ce temps-là, c'était une fortune pour amener Claude à la clinique Mayo dans les années 50. Alors, des gens reconnus comme Kennedy, Roosevelt ont été traités là-bas. C'était irréversible, sa méningite. Claude a peut-être 10-12 ans, peut-être un peu plus. Il est paraplégique, mais il est dans un fauteuil roulant à ce moment-là. Et devant le restaurant que mon père détenait à Pointe-Claire, il y a une patinoire que lui-même fait entretenir. Alors, il fait jouer les enfants, mais à la condition que Claude garde les buts. Évidemment, il est en fauteuil roulant. Fait qu'il lui donne un bâton de hockey de goaler, puis Claude garde les buts. Puis quand les jeunes venaient jouer avec lui, ben là, évidemment, ils trouvaient des fois que la rondelle rentrait trop facilement dans les buts, fait que ça chialait. Puis là, ben, quand ça chialait trop, évidemment, des fois, c'était le soir, il y était grand lumière qui éclairait la patinoire, puis bon, ben là, les enfants chialaient parce qu'ils pouvaient plus jouer. Alors là, il a dit, si Claude ne garde pas les buts, il n'y a pas de patinoire. Alors, les enfants, ils ont dit, OK, M. Brunet, on va reprendre Claude, puis on va continuer à jouer. Il était obligé de prendre Claude parce que la patinoire était opérée par la famille Brunet. Arthur souffrait de diabète et puis il continuait à vivre intensément, puis à plus ou moins se soigner. Il est mort subitement. Sous l'entrefaite, un autre malheur a suivi. Ma sœur Lily, qui avait fait des études dans un collège à Granby, pour fêter ses 17 ans, est partie avec un ami en moto pour aller rejoindre une amie qui était à Plattsburgh. Et puis pendant qu'ils étaient là-bas, ils ont été frappés par une auto et puis elle en est morte. Sur place, là-bas, à Plattsburgh. Alors, imaginez ma mère partir de la maison avec Claude malade, puis les autres, puis se rendre à Plattsburgh pour voir sa fille mourir. À 17 ans, c'était tellement... c'était invivable. Alors, tout ça a fait que ma mère est tombée malade, et puis là, ben, ça a compliqué toute l'affaire. Claude, évidemment,
et a vu que c'était mieux qu'il aille en institution. Et puis, il avait choisi parmi les différentes institutions qui étaient disponibles à ce moment-là un hôpital qui avait été créé par le cardinal Léger, appelé Saint-Charles-Borromée. Je me souviens de Saint-Charles-Borromée avec les corridors blancs, ordinaires, un environnement qui était pas chaleureux du tout. Alors, c'était systématique à chaque semaine, peu importe ce qu'avait été notre semaine. Le dimanche, on allait voir Claude. Dans sa chambre, Claude s'était installé un lit avec des supports de métal qui montaient au-dessus de lui puis qui revenaient en avant avec un genre de trapèze en avant qui pouvait lui permettre de se soulever, de se tourner un peu, d'être un peu plus autonome, de se faire des bras aussi. Il s'en servait presque comme gym. Puis il y avait aussi une tablette dans ce rack-là avec plein de livres parce que Claude lisait beaucoup. La raison pour laquelle Claude s'est retrouvé à plat ventre, c'est que il y a eu des complications au niveau de ses reins. Il a fallu qu'il lui enlève un rein. Et puis, une de ses jambes était pleine de plaies. Il a fallu qu'il l'ampute. Claude ne pouvait plus s'asseoir. Le système d'hospitalisation dans ces années-là n'aidait pas comme aujourd'hui. Il fallait s'arranger avec les moyens du bord. Et puis, comme ça, Claude avait trouvé des gens, des bénévoles, des bonnes âmes qui avaient réussi à modifier une civière pour lui mettre des roues de fauteuil roulant dessus. À l'époque, là, où quand vous êtes admis dans un centre d'hébergement, vous ne sortez plus de là, là. Il a réussi à partir de sa chambre et puis à se rendre de lui-même sur René Lévesque, sur le trottoir. Moi, j'ai toujours été le patenteux de la famille, puis ça donnait que je travaillais pour une entreprise qui me fournissait un camion. C'est arrivé que Claude me demandait, parce que dans ces années-là, il n'y avait pas de minibus, il n'y avait pas de transporteur spécialisé. Surtout pour une civière comme la sienne, un fauteuil roulant, ça pouvait toujours aller, mais lui, c'était une civière avec des grosses roues dessus. J'avais trouvé des madriers, puis on poussait Claude dans le camion, puis on attachait sa civière tant bien que mal pour pas que ça bouge, là, avec les ceintures de sécurité des sièges, tout ça. Mais lui, il était libre sur la civière, là. Et puis il y avait les deux sièges en avant, puis il y avait la tête entre les deux. Il était juste à côté de moi quand je conduisais. Alors s'il avait fallu qu'on ait un impact, là, il passait au travers du pare-brise, bien raide. Mon histoire commence à 24 ans. Je suis à l'école normale en Abitibi à Amos. Je suis Raymond Dumais, cofondateur du Conseil de protection des malades. Et un bon jour, je décide d'aller me baigner dans un lac des Laurentides, dans lequel lac on avait déversé de l'agent orange. L'agent orange qu'on saupoudrait le Vietnam à l'époque pour faire tomber les feuilles. Alors, ça l'aurait touché à mon système immunitaire et j'ai attrapé la poliomyélite. J'étais paralysé des 4 membres. J'avais juste l'index de la main gauche qui bougeait et la tête. Et je parlais par monosyllabe. Finalement, ils ont dit « Tu t'en vas à Saint-Charles-Borromée ». Je sentais qu'il y avait quelque chose de mystérieux. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu 430 patients, des vieux mourants. Il y en a qui n'avaient plus leur tête, qui croupissaient. Moi, je suis arrivé dans le 62. Le syndicat est arrivé quasiment tout de suite. On avait engagé des bûcherons parce qu'il fallait des gens forts pour transporter les patients. Il y avait un manque, il y avait un vide là, qui s'était créé. Je suis Jean Cournoyer. J'ai été ministre du Travail du Québec de 1969 à 1975. Tu arrives avec du monde qui ont fait vœu de pauvreté. Puis tu as du monde qui sont obligés de gagner leur vie.
tu les remplaces par ce monde-là. On parle plus le même langage du tout. C'est le syndicat qui est devenu le maître de l'hôpital. Si je voulais aller aux toilettes, on pouvait me laisser 1 heure, 2 heures sur la toilette. Alors là, je criais. Il disait, crie, mais c'est bon pour les poumons. Je suis allé avec un ami une fois aider Claude à installer son climatiseur pour l'été, puis lui avait été bouleversé. Il n'en revenait pas de voir tant de gens aussi mal en point vivre dans un environnement aussi ordinaire, et puis de passer leur vie là. Ces gens laïcs-là ont décidé, à un moment donné, à cause de la loi de 1964, de se syndiquer. Ça remplaçait les communautés religieuses, mais ça donnait aussi le droit de grève. Quand il y a une grève, l'hôpital ferme. On ne peut pas y entrer, on ne peut pas en sortir. Et c'est mon frère René qui réussit à passer à travers les piquets de grève parce qu'il était assez corpulent. Alors lui, il fait entrer des oncles à moi, des tantes, pour venir laver les malades, donner à manger. Faire à manger, il n'y a pas personne. C'est la grève, c'est l'abandon total. C'est la période sauvage des centres d'hébergement. Je pense que c'était 70 à 75 % de nos bulletins étaient composés de conflits syndicaux. Mon nom est Pierre Bruno. J'étais chef de pupitre à CKC en 1972. Et là, j'ai pu rencontrer Claude. Il y avait eu une grosse revendication syndicale en 70 où les syndicats faisait front commun, le premier front commun intersyndical. C'était pour obtenir 100 $ par semaine. C'était le salaire que revendiquaient les enseignants, les travailleurs d'hôpitaux et tout. Alors imaginez-vous, c'était 5 000 $ par année. Ça, c'était ce que les gens voulaient gagner par année. On ne poursuivait pas les hôpitaux ou les médecins, et encore moins les autorités à l'époque. C'était tabou, hein? Alors imaginez-vous dans un hôpital, tu ne poursuivais pas les prêtres, puis tu ne poursuivais pas les médecins, puis tu ne poursuivais pas non plus l'hôpital. Mais Claude avait dit que c'était assez. À Saint-Charles-Borromée, les malades avaient décidé de se prendre en main, sous la direction de Claude Brunet. C'était un peu nouveau, le discours de Claude Brunet qui arrivait, là. Et il y avait du monde entre les administrations hospitalières et les syndicats, les travailleurs. Tous les jours, on parlait de ces deux-là qui se confrontaient, mais tout à coup, il y a quelqu'un qui sortait entre les deux et disait « Hey, on existe, nous autres. » On était à la recherche d'une solution. Envoyé un manifeste à M. le ministre Cournoyer le 11 juillet 1972. J'ai été surpris de lire la nature des mauvais traitements qui étaient infligés à des malades incurables. Ça, j'ai été surpris parce que je ne pensais pas que des hommes ou des êtres humains pouvaient faire ça à d'autres. Claude parlait de faire remplacer le droit de grève par un autre droit, mais que le droit de grève ne soit jamais prioritaire au droit des malades de recevoir des soins pour leur vie. Quand les gens ne respectent pas une injonction de la Cour, alors qu'ils ont la responsabilité de malades chroniques comme ça, qu'est-ce que c'est que j'ai comme reste? Je ne peux pas envoyer la police ne sera pas capable de les remplacer. Je ne peux pas les remplacer non plus, parce que qui veut aller travailler là? C'est une vocation quasiment d'aller travailler dans un endroit comme ça. Moi, j'ai constaté l'impuissance des autorités politiques. On était innocents. On ne savait pas que toutes les forces le pouvoir du syndicat, le mettre dehors, on sait qu'aujourd'hui, on ne pourra pas faire ça. On le demandait parce qu'on pensait que ça peut être possible. C'était pas possible. Et là, Claude s'est mis à produire beaucoup. À produire, il a même allé jusqu'à écrire 3 livres, Nous les oubliés, Ma souffrance et puis Ma contestation. Et ces 3 livres donnent une bonne idée de l'état d'âme de Claude puis de son bon vouloir à aider
c'est semblable. Là, j'ai un message pour toi, Marcel, si tu veux en prendre neuf. C'est pour M. André Bouchard. C'est à partir de 73, informellement, puis en 74, c'est là qu'ils incorporèrent la charte du CPM. Il y avait Monique Germain-Magny, Lucien Roussel, M. Dumais et Claude. Il partait en civière, évidemment, lorsque l'été était venu, et il partait pour se rendre au complexe des Jardins, parce que notre local était au complexe des Jardins. Puis là, il se sentait regaillardi par la belle saison, là. Je suis Michèle Lanquin-Étier. J'ai eu le plaisir, la joie et le bonheur d'être directrice générale du CPM de 1987 à 1997. Puis il roulait, bien, j'avoue, à folle vitesse, hein? Puis moi, je courais en arrière, j'avais de la difficulté, puis il riait, il trouvait ça drôle. Mais avant que les trottoirs ne soient adaptés, Claude s'est fait souvent avertir par la police parce qu'il partait de Saint-Charles-Borromée avec sa civière dans la rue jusqu'à son bureau au complexe des Jardins. Là, la police l'arrêtait, elle dit « Monsieur Brunet, il ne faut pas vous promener dans la rue. » Bien, il dit « Arrêtez-moi, je ne peux pas accéder au trottoir, il n'y a pas de manière d'accéder. » Jamais ils ont fait un billet de contravention. Il y avait donc des occasions de s'évader, des occasions de me taquiner, de me tirer à la pipe, puis de me faire courir. Il aimait bien ça. Sous M. Lamarre, le président du comité exécutif de la Ville de Montréal dans les années 70, que s'entreprit l'adaptation de tous les coins de rue à Montréal et ailleurs au Québec pour permettre aux gens en fauteuil roulant ou à mobilité réduite de pouvoir marcher puis arriver sur le trottoir sans se blesser. Aussi, pour faire passer la pilule, nous, on a dit que ce serait également bon pour les vieilles personnes et les jeunes dames qui ont des enfants. Je dois voir des renseignements concernant l'aménagement intérieur d'un minibus pour personnes malades ou handicapées. Et j'aimerais avoir un prix approximatif là, pour des attaches intérieures et le toit élevé. Bien, Claude, encore une fois, fut l'instigateur de transport adapté à Montréal. Oui, alors il faudrait aussi que la porte arrière soit assez élevée pour que nos malades n'aient pas à se pencher beaucoup la tête en avant ou sur le côté. On a eu jusqu'à 3 véhicules au CPM dans les années 70, début 80, pour conduire les gens qui appelaient pour avoir du transport adapté, imaginez-vous. Graduellement, Claude est devenu le meilleur défenseur des droits des handicapés. Vous savez, le CPM, c'était gros, c'était énorme, énorme. Et c'était rempli d'espoir pour beaucoup de personnes. Alors, la marche d'aujourd'hui, Claude Brunet, c'est pourquoi? C'est afin de faire un ultime appel au gouvernement, aux membres de l'opposition et aux chefs des syndicats. Il n'a jamais lâché prise sur ses objectifs. Il a réussi à faire comprendre que, hey, nous aussi, on existe. Il réussit à convaincre des juges, des avocats, pour nous aider à bâtir le comité. Lors d'une grève illégale, les patients avaient obtenu chacun 300 $ parce que Claude Brunet, le CPM, avait pris un recours collectif. Et quand la CSN a vu que le recours avait été accepté par le Fonds d'aide, il avait accepté de régler hors cours. Alors, c'est pas une bataille devant les tribunaux, mais presque, parce que celui à qui on reprochait des faits dommageables aux patients avait accepté de payer une indemnité. Il nous montrait, puis il était l'exemple parfait de l'incapacité puis de l'impuissance physique. Qu'est-ce que tu fais? T'as ramené quelqu'un sur une chaise roulante, ça n'aurait pas été pareil. Claude était le premier malade au Québec, en tout cas sinon au Canada, qu'on voyait sur une civière roulante. Là. Dès que Claude entrait dans une salle d'audience, on parle des années 70, là, sur une civière, le juge focusait sur Claude et tout ce que Claude voulait, il rendait l'ordonnance. Ils ont tout fait pour empêcher une ambulance de venir chercher différents bénéficiaires qui devaient être conduits dans un hôpital. La caricature de Girard qui le montre s'en venant sur le trottoir, au coin de la rue, il y a 5 syndicalistes qui se demandent s'ils sont assez nombreux pour en venir à bout parce que Brunet s'en vient sur sa civière. Alors, cette image-là est assez impressionnante. Puis
Claude était tellement bon, était tellement gentil, était tellement respectueux. De voir qu'il ait pu semer autant ou insinuer autant de crainte auprès de gens influents, c'est assez impressionnant. Il y a des gens qui me disaient « Oh oui, le gars, c'est la civière. » C'était souvent ça qui revenait. J'ai le grand plaisir ce soir de vous présenter quelques membres du comité des bénéficiaires de l'hôpital Saint-Charles-Borromée. C'est grâce à lui, au travail qu'il a fait, que nous avons connu les comités de bénéficiaires, des organismes sur lesquels siègent des représentants des personnes qui reçoivent des services, reçoivent leurs doléances, interviennent auprès de la direction pour améliorer les choses. Aujourd'hui, chaque établissement de soins au Québec doit avoir un comité d'usagers en son sein, que ce soit un hôpital de courte durée ou un établissement de soins de longue durée, et même un CHSLD privé conventionné. Actuellement, c'est dans la loi. C'est obligatoire, c'est reconnu. Il y a des centres locaux aussi qui aident les personnes qui passent à travers la courte durée, et c'est grâce au CPM, ça aussi. Tous les usagers de l'établissement peuvent recourir et se faire accompagner par le comité d'usagers ou de résidents pour déposer une plainte ou faire valoir son point auprès de l'administration. Moi, il y a 10 ans que je suis dans le comité des bénéficiaires du foyer Rousselot. Et sur 10 ans, ça fait 9 ans que je suis présidente. Fait qu'on fait notre possible auprès de nos malades, de nos compagnes, pour tâcher de leur procurer une vie un petit peu plus agréable. Lorsque Claude a reçu sa médaille du gouverneur, on était très fiers. Parce qu'il a tout appris sur le tas. Il n'était pas avocat, il n'était rien, il n'était pas historien, il n'avait rien. Il a tout bâti ça lui-même. La fin de la vie de Claude est assez nébuleuse parce que du jour au lendemain, on apprend que Claude est tombé de son lit et puis qu'il a été transporté à l'hôpital et puis qui est inconscient et puis ainsi de suite. Mais là, Claude a 46 ans ou à peu près. Il est très actif, il fait plein de choses. C'est vrai que, bon, il fallait à intervalles réguliers qu'il soit enlevé de son lit puis qu'il soit mis sur sa civière pour qu'il puisse déambuler, faire ses travaux, ainsi de suite. Mais pourquoi il serait tombé de son lit, on ne sait pas. Un médecin m'a dit beaucoup plus tard, il y a quelques années, parce que lui avait fait son stage comme médecin à Saint-Charles-Borromée, il m'a dit « Votre frère, il a été jeté par terre, M. Brunet. On avait volé sa télé, sa radio. J'ai déjà demandé, devant caméra, de pouvoir parler à celui qui avait volé sa radio, sa télé. Lui sait ce qui est arrivé à Claude. » Si personne ne s'est avancé, ma conclusion, c'est que le gars qui a volé la télé et la radio, c'est peut-être aussi le gars qui a jeté Claude par terre. Alors, il est allé à l'Institut neurologique de Montréal, puis il a été inconscient longtemps, puis quand il est revenu, son cerveau était plus là, ou presque, et puis il a fallu qu'il soit placé sous respirateur. Très agité, avec une trachéotomie. Alors, il ne pouvait plus parler, mais on sentait qu'il y avait une rage, il y avait quelque chose qui se passait dont il aurait voulu nous communiquer la teneur. Malheureusement, on n'a jamais su qu'est-ce qui était arrivé. Et un après-midi de juin 88, j'ai reçu un appel comme quoi il était décédé. Probablement d'insuffisance respiratoire. Il était déjà un grand malade, alors imaginez-vous
de tomber par terre. Il était multiples fractures. Ce gars-là a souffert toute sa vie, finalement. Et Claude, c'était une grande inspiration. Écoute, tous les médias nationaux étaient présents à ses funérailles. C'était un événement, là. Claude nous laissait une place pas mal vide, mais c'est Michel Lanquin qui a tenu le Conseil pour la protection des malades à bout de bras. Il fallait qu'elle prenne la place de Claude, littéralement. De coordonnatrice, je suis passée directrice générale par intérim et par la suite directrice générale. Et quand je suis arrivée, une des premières choses que j'ai faites, je me suis assise devant les classeurs, je les ai ouverts tiroir par tiroir pour regarder le contenu des dossiers. Donc, j'ai fait mes devoirs. J'ai appris. Et on recevait beaucoup de demandes pour faire des entrevues publiques et j'ai refusé tant et aussi longtemps que je connaissais pas ma matière. J'aurais, par respect pour les gens que nous représentions, jamais je n'aurais dit des choses auxquelles je ne croyais pas. Selon la loi, le directeur général de l'établissement doit favoriser le bon fonctionnement du comité des usagers. Ils n'ont jamais promis la porte d'actrice, ça n'a jamais été promis, ça. Les soins intimes, quand vous avez 92 ans, même si c'est un beau petit jeune homme blond avec les yeux bleus qui vient vous donner vos soins intimes, vous n'êtes pas très confortable de lui montrer votre anatomie. Alors, beaucoup de personnes voulaient recevoir des soins intimes d'une personne de leur sexe. Alors, nous sommes intervenus pour ça. On visitait 300 établissements par année pour aller s'assurer que dans les milieux, c'était adéquat. La commission Rochon nous interpelle, on y va. Marc-Yvan Côté nous interpelle pour les principales orientations, on y va. Parce que c'est important qu'on soit présent et qu'on dise quel est l'état. On était terrain, concret. Quel est l'état des choses et comment on peut y remédier. Ce serait plus logique d'unir nos efforts. De toute façon, on se bat chacun notre bord, puis on aboutit à rien. Effectivement, mademoiselle ou madame, c'est très logique. Et ce qui est logique pour vous l'est également pour le Comité provincial des malades et les malades qui le représentent. C'était énorme. On a permis des changements énormes au point de vue législatif. Est-ce que vous pourrez comprendre que le seul moyen, c'est la grève? Non. Nous sommes très obstinés par nature et moi encore plus. La rencontre d'aujourd'hui est une solution. Elle est probante, elle est réelle. Vous êtes là, on dialogue. Moi, je trouve que c'est une amorce extraordinaire. Il y en a d'autres solutions. Il y en a une maintenant. Permettez-moi de mieux travailler pour mieux vous servir. Et le jour où vous nous appuierez, on n'aura peut-être plus besoin d'aller jusqu'à la grève générale. On comprend que vous vouliez améliorer vos conditions salariales. On ne peut pas accepter que vous le fassiez sur le dos de personnes qui ont le droit d'avoir des services. Je vous assure que lorsque nous descendrons tous dans la rue pour dénoncer des situations qui sont véritablement et carrément inacceptables, dans l'intérêt des bénéficiaires et dans l'intérêt des travailleurs qui dispensent ces soins-là, que peut-être que les situations vont changer. Alors, en 97, Michel Lanquin quitte pour d'autres cieux. Ça prend un président, ça prend un porte-parole, et j'occupe déjà le poste de directeur général. C'était toute une chance qu'on avait d'avoir quelqu'un d'autre dans la famille pour prendre la relève, parce que sinon, je ne sais pas ce qui serait arrivé avec le CPN. En 2013, nous réglons en recours un autre recours collectif, et dans le règlement, il y a l'adoption d'une politique de lavage du linge dans tous les CHSLD du Québec. Le dénominateur commun, en résumé, de cette politique-là, c'est que désormais, on va laver le linge avec respect. On va faire attention aux couleurs et aux blancs. On ne lavera pas du linge personnel avec des couches souillées. On vient de signer ça, là, 2013. C'est long. Le CPM est voué à travailler encore dans l'avenir. On va sur la planète Mars, mais on n'est pas capable d'amener le monde aux toilettes quand il y en a envie. Ça, c'est renversant. Tant qu'on ne pourra pas faire ça,
il n'y a pas une structure, il n'y a pas un bureaucrate, il n'y a pas un ministre de la Santé qui va m'impressionner. C'est important qu'il y ait quelqu'un qui non seulement ait intérêt à aider ces gens-là à l'occasion, mais qu'il le fasse systématiquement tout le temps. Et puis, le CPM est important, puis est impressionnant par ça, par le fait qu'il n'a jamais lâché. Ça peut ne pas être tranquille demain matin. Si tu enlevais la police, tu ne l'aurais pu. Tu arrives avec un comité de malades aujourd'hui, bon, les gens savent qu'il est là. S'il n'existait plus, il saurait qu'il n'est plus là. Puis là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, j'y peux rien. L'homme est comme ça. À tous les jours, vous avez des procès. Puis demain, il va en avoir encore. On est toujours plus fin. Je pense qu'il y a bien des malades aujourd'hui qui doivent un grand coup de chapeau à Claude Brunet. Vous savez, durer 40 ans dans un organisme communautaire qui vend des gâteaux aux fruits, du chocolat, qui quête pour subsister, c'est énorme, énorme, énorme. Mais j'espère qu'il va durer encore très longtemps parce qu'il a fait énormément, énormément. Et aujourd'hui, il ne se passe pas un événement dans un centre sans qu'on ne demande pas la réaction du comité provincial des malades. Et je pense que c'est tout à son honneur. Puisque j'ai, comme je dis dans un livre, un corps de misère, avec toutes sortes de malaises et de douleurs et de contraintes, si je veux travailler et être un peu actif, il faut que je surmonte ça, il faut que j'essaie de ne pas en tenir compte et surtout de ne pas en parler parce qu'on perd beaucoup de temps.